Bonjour à tous, c'est Olivier de Poupy School, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui bien accompagnée avec Aurélie. Salut Aurélie. Salut Olivier. Petite particularité du coup, Aurélie qui est mentor chez Poupy School depuis maintenant quelques années. Depuis quand d'ailleurs? Ça fait presque 1 an et demi, 2 ans. Et à l'origine client de Poupy School et qui t'a ouvert ta première structure. C'est ça. Si vous voulez avoir un peu plus d'infos sur le parcours d'Aurélie avant création de microcrèche, parce que plein de choses à dire. C'est dans la vidéo du coup qui est déjà parue avec Pauline, où après vous parlez un peu plus du management. Ici l'idée dans cette vidéo c'est de revenir vraiment sur le parcours de création de ta crèche, comment ça s'est passé. Et du coup, pour entrer dans le vif du sujet, un petit peu comment s'est passé le cap de dire ok, tu as ce projet de créer une microcrèche, on l'a vu, tu as eu une expérience en Angola, etc. en crèche, potentiellement qui a créé le déclic de dire maintenant je vais faire ça, parce que tu ne sais pas dans quoi entreprendre. Et du coup, quand tu te lances dans ton projet, en fait, c'était quoi tes premières étapes et qui t'a contacté, etc. pour démarrer? Eh ben, les premières étapes, ça a été de réfléchir à comment j'allais le mettre en place. Donc, tout simplement, essayer de réfléchir à un rétro-planning avec les différents points d'étape à mettre en place dans le temps. Très vite, j'ai pris conscience qu'il y avait quand même beaucoup de choses à maîtriser de ce côté-là sur les différentes étapes et les différentes autorisations pour pouvoir avancer, etc. Les différents organismes à solliciter pour avoir des avis préalables, etc. Quand je suis tombée un peu, tu commences à fouiller un peu sur Internet, essayes de trouver les informations, etc. Tu te rends vite compte qu'il y a beaucoup de choses et tu sais pas trop par quel bout le prendre. Et du coup, c'est vrai que quand je suis tombée sur le programme d'ouvrir sa crèche avec Poupy School, je me suis dit en fait c'est exactement ce qu'il me faut parce que je pense comme beaucoup, au début tu dis bon alors soit là je suis seule et je sais pas combien d'années ça va me prendre, soit je me mets en franchise ou le problème, l'aspect financier de l'impact que ça allait avoir sur le fonctionnement de ma structure et aussi un peu la crainte de pas être complètement libre et autonome sur mes choix. En tant que gestionnaire. Et du coup, j'ai vu cette option de pouvoir me faire accompagner par Poupy School, donc de bénéficier quand même d'un accompagnement avec un cadre pour pouvoir franchir toutes ces étapes avec succès. D'avoir une feuille de route, du coup, savoir quoi faire, quand faire. D'avoir la feuille de route, de savoir où quoi faire, à quel moment, qui contacter, de quelle façon, d'avoir aussi des supports et des trames, puisque tous ces supports-là, clairement, même si j'avais cette expérience en crèche à l'étranger, c'est des choses qui étaient complètement inconnues pour moi. Donc c'est vrai que le fait d'avoir et toute cette feuille de route et à disposition toutes les trames à m'approprier finalement pour pouvoir remouliner tout ça et les mettre avec ce que moi j'avais envie de faire et d'avoir se dérouler finalement sur les différentes étapes, c'était quand même quelque chose qui me sécurisait énormément dans le projet. Mais du coup, grâce à ça, effectivement, tu as cette feuille de route. Mais parce qu'en plus, toi, la particularité, c'est qu'à l'origine, tu as changé de région en plus. Au moment où tu as lancé ton projet. Donc, histoire de se complexifier un peu les choses. Et du coup, tu dis, OK, je vais me lancer le projet dans la nouvelle région. Mais c'est quoi ta première étape où tu t'es dit, OK, là, je lance dans mon projet. Plutôt recherche de local. Est-ce que tu as contacté la PMI? Est-ce que tu te souviens un petit peu La première étape, je pense que j'ai rédigé le dossier de présentation de ma structure et de réussir déjà, moi, à me mettre au clair avec ce que je voulais. Tes idées. Parce que je me disais, non, je ne vais pas commencer à contacter des gens si je ne suis pas certaine de ce que j'ai à leur dire et de comment je veux le mettre en place. Donc déjà, prendre un temps pour moi à poser bien toutes les pierres du projet, d'avoir une vision claire sur un peu les grandes lignes du projet d'établissement, ce que je voulais mettre en place, parce que j'avais déjà en tête d'avoir un projet autour de l'alimentation qui était très présent, mais je voulais vérifier la faisabilité aussi. Donc vraiment réussir à poser toutes les pierres sur la base des trames et de la feuille de route qui sont fournies par Poupy School avant de commencer à contacter des gens. Et donc les premières personnes que j'ai contactées, je pense, sur la base de l'étude de besoins simplifiée, ça a été les mairies. Les responsables petite enfance ou les maires pour commencer à les rencontrer, à présenter le projet, à discuter avec eux du besoin avéré sur leur commune. Avoir leur appui du coup et au cas où une opportunité locale, mais en l'occurrence toi c'était pas forcément le cas, mais
Donc du coup, tu fais les différentes mairies. Ils sont plutôt d'ailleurs positifs à ton arrivée ou... Alors, les premières communes que j'ai rencontrées, c'était plutôt mitigé. Par rapport aux besoins, par malgré rapport ce que aux j'avais asthmates, pu identifier sur le... C'est vraiment une question de besoin. Okay. Ce que j'avais pu identifier sur le besoin, alors leur discours, c'était plutôt de se dire oui, il peut y avoir besoin, mais peut-être pas tant que ça. Donc, on ne vous bloquera pas, vous pouvez... Enfin, voilà, on vous laisse faire. Éventuellement vous laisser faire, mais voilà, on n'est pas complètement certain. Okay. Je pense que c'était une façon aussi de ne pas trop se mouiller, pas trop s'engager là-dessus. La deuxième commune, vraiment une commune la première commune dans laquelle finalement j'ai réussi à m'implanter, c'est vraiment sur l'étude de besoins simplifiés, la commune où j'avais identifié un besoin majeur, avec un taux de couverture très bas. Toute l'étude de besoins montrait qu'il y avait un besoin qui était vraiment très important. Et puis je prends contact avec la mairie, j'envoie le dossier. Je relance une fois, je relance 2 fois, je relance 3 fois, vraiment en difficulté, plus à avoir un retour. J'arrivais pas à comprendre quel était le fond du problème. L'étude de besoin vraiment montrait qu'il y avait un besoin important, mais impossible d'avoir de retour de la mairie. Et donc, j'ai dû un peu trouver les chemins pour réussir à entrer en contact avec eux. Et en fait, par le bouche à oreille avec des amis, ils connaissaient finalement quelqu'un qui travaillait dans cette mairie-là, et qui me rappelle, qui me dit oui, en fait, pour le moment, on vous reçoit pas parce que on est très conscient du besoin, mais on a une très forte pression des assistantes maternelles qui veulent surtout pas qu'il y ait de structures qui viennent s'ouvrir, de peur qu'on leur prenne leur travail. Et donc, ça faisait quand même déjà 4 mois que j'avais envoyé le dossier, que je relançais tout le temps et que malheureusement, rien ne se passait. Parce que la mairie était consciente vraiment de cette problématique. Elle avait peur de se confronter aux asthmates Donc, heureusement, cette personne m'a dit, bon, écoute, voilà, ton étude de besoin, je l'ai regardée, c'est OK, hein, on est en ligne là-dessus. Effectivement, on a des parents qui appellent chaque semaine la mairie parce qu'ils ne trouvent pas de moyens de garde. C'est vraiment une vraie difficulté sur notre commune. Vraiment, jusqu'à ce qu'il y ait parfois le maire ou l'adjointe à la petite enfance qui appelle eux-mêmes des crèches ou des asthmates pour essayer de trouver des solutions de garde. C'était vraiment très compliqué. Et donc, il me dit, écoute, on va avancer, on va te recevoir, viens nous présenter ton projet. Donc, j'y suis allée un peu dans ce contexte-là, en sachant que voilà, il allait falloir... a priori, on était d'accord sur le fond, mais il allait falloir s'adapter à ça. Donc, j'ai présenté le projet. On a tombé d'accord effectivement sur le besoin réel pour la commune d'installer une structure rapidement. Pour autant, je sentais que monsieur le maire et l'adjointe marchaient un peu sur des œufs par rapport à cette problématique avec les assistantes maternelles. Et donc, très vite, j'ai essayé de les rassurer là-dessus en leur disant, vous savez, en fait, ouvrir une crèche, je ne vais pas juste prendre tous les enfants de la commune, en fait. Il y a 12 places. Déjà, on a 12 places et que par ailleurs, il y a toutes les communes autour de vous qui ont aussi des besoins. Déjà, moi, ce que je peux vous proposer, c'est éventuellement qu'on fasse une réunion avec des assistantes maternelles, une réunion ouverte où on discute. Et puis qu'on puisse mettre les choses au clair sur le fait qu'on ouvre une structure, mais que ce n'est pas pour leur prendre tout leur boulot, leur famille, et qu'on saura nous s'ajuster aussi, peut-être en régulant les enfants qui viennent de cette commune et puis réserver d'autres places à d'autres enfants d'autres communes aux alentours. Alors voilà, il y avait plein de leviers possibles pour que ça se fasse en bonne entente. Finalement, cette réunion n'a même jamais eu lieu. Le maire, il a discuté un peu en individuel avec certaines assistantes maternelles qui étaient frileuses par rapport à ce projet. Et puis du coup, c'est là que les portes se sont ouvertes pour que je puisse avancer dans cette commune. On s'est rendu compte qu'au final, c'est pas si bloquant que ça. Et en échangeant, ça s'est bien passé. C'est ça. Et puis, voilà, quoi. Mais c'est souvent le cas. Hein, c'est du classique. Et moi, je l'ai vécu au moins 3 fois, je crois. Et alors, pas aussi bloquant, mais on nous a dit plus rapidement, oui, c'est un peu... Le souci, ça peut être ça. Et voilà, mais en échangeant, ça se passe plutôt bien. Chose intéressante, par contre, à partager pour les porteurs de projets, parce que des fois, en fait, ils contactent une fois la mairie, puis après, ils attendent. Mais en fait, il faut relancer, quoi. Il faut être là. Des fois, effectivement, il y a des problèmes potentiellement sous-jacents qu'on ne voit pas et qui sont... il faut aller échanger avec eux pour le savoir. Ils ne vont pas forcément l'écrire dans un mail. donc, il ne faut rien lâcher. Et si la porte, elle se ferme, on passe par la fenêtre et puis on y va. Exactement. Après, ce n'est pas toujours évident parce que c'est vrai que quand on est bloqué à ce stade-là, on ne voit pas les solutions, en fait. On ne voit pas comment on va pouvoir débloquer cette situation avec des gens qui restent fermés à la communication. Je m'étais même rendue sur place pour déposer le dossier, mais bon, voilà, la personne qui te reçoit à la mairie... oui, c'est la personne de l'accueil. Oui, OK, je reçois, merci, je fais passer et puis il ne se passe rien, quoi. D'autant plus important aujourd'hui, parce que toi, à l'époque, tu n'avais pas la loi d'autorité organisatrice
organisatrice qui était votée, etc. Aujourd'hui, c'est un indispensable. Donc, il faut d'autant plus dire, OK, c'est le premier interlocuteur. Y aller avec un dossier carré et pro. Enfin, nous, je compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit, grâce au dossier justement de présentation qu'on propose en Poppy School, qui est ensuite personnalisé, ça montre que je me suis pas levé le matin avec le projet et c'est sérieux. J'ai posé mes idées et je sais vers où je vais. Donc déjà, super important, parce que c'est le premier interlocuteur. Donc si on y va en mode touriste, ça va pas le faire. Et puis on lâche rien jusqu'à temps qu'on ait au moins un contact. En même temps, on amène un service sur la ville, on est convaincu du besoin, il y a une certaine logique, ils sont censés nous recevoir. Donc tu as ton accord et c'est là que tu te mets dans la recherche du local du coup. Et c'est là que ça a tout changé parce que voilà, je me mets en recherche d'un local, j'en trouve un premier qui aboutit pas pour des raisons de copropriété avec les voisins qui n'étaient pas hyper favorables. Donc je mets un peu de temps, etc. Et puis finalement, voilà, je tisse des liens aussi avec le maire et avec son adjointe dans le cadre de ce projet. Je lui dis que je suis en difficulté, que voilà, j'avais une première piste, ça s'est pas finalisé. Et il me dit, mais voilà, attendez, on a des projets avec un lotisseur qui est en train de préparer, de reprendre un lotissement sur la ville. Je crois qu'il lui reste des possibilités. Je vous donne ses coordonnées, appelez-le de ma part. Ça serait sympa peut-être d'avoir votre structure là-bas. Et donc, en fait, voilà, eux, ils n'avaient pas de biens ou d'opportunités de terrain de la commune à me proposer. Mais par contre, c'est lui qui m'a permis cette mise en contact finalement. Hyper intéressant. Et donc c'est là que je suis arrivée en contact en direct en plus du coup avec le lotisseur. Donc ça permet aussi de faire des économies de frais d'agence et autres ce qui sont pas négligeables pour passer en direct. Et donc voilà, donc j'ai pris contact avec ce lotisseur. Il a réussi à intégrer le projet de micro-crèche dans ce lotissement qu'il était en train de construire. Et ça s'est fait comme ça. Du coup, plutôt là, tu étais sur la loc, de l'achat, du coup, dans ce cas-là De l'achat. C'était de l'achat, ok. Donc, et c'est toi, t'as acheté en VFA, du coup, c'est lui qui construisait, c'est toi qui as construit, comment ça s'est passé? Alors, en fait, c'est un peu particulier parce que fallait se projeter, comme on dit souvent, dans ce genre de situation. En fait, à la base, c'était un lotissement qui avait c'était plusieurs associés qui s'étaient lancés pour faire ce lotissement, qui devait accueillir, en fait, ça devait être un quartier un peu senior. À la base. Sauf que ce projet-là n'a pas du tout fonctionné. Ils n'ont pas rencontré leur public, comme on dit. Il y a eu chamaillerie entre les associés. Et en fait, ils avaient donc commencé à construire, c'était normalement des maisons mitoyennes. Ils avaient commencé à construire ces bâtiments et c'était resté à l'abandon pendant 4 ans. D'accord. Donc, tu avais des murs de parpaing qui étaient érigés, des dalles, et c'est tout. Voilà. Et donc, moi, je suis arrivée au moment où il y avait l'un des associés qui reprenait ce projet et qui reprenait la construction pour remettre à la commercialisation de façon plus classique, accessible à tout public. Et donc, en fait, comme il y avait l'intérieur du lotissement sur lequel il y allait avoir des maisons et des appartes, et il y avait une rangée de maisons vraiment face rue. Et donc, moi, c'est forcément ce qui m'a intéressée le plus rapidement parce qu'en fait, c'était des petites maisons individuelles, 125 mètres carrés chacune, si je me souviens bien. Et donc l'idée c'était de reprendre 2 de ces maisons pour en faire une micro-crèche avec l'autorisation de la mairie de rouvrir du coup l'accès à ce bien-là directement via la rue. Ok, donc c'est 2 maisons que tu as mis ensemble pour... C'est ça, en fait, il n'y avait pas grand-chose de fait, il y avait juste des murs en parpaing, donc on a dû repéter un des murs qui séparait finalement la circulation entre les deux. C'est grand puisqu'on a, enfin c'est assez grand, on a 140 mètres carrés en tout en rez-de-chaussée et 60 mètres carrés à l'étage. Ok. Juste effectivement, chose en parallèle intéressante aussi, c'est tu disais juste avant, le contact, tu l'as eu grâce au fait que tu restes en contact avec la mairie. Et c'est souvent intéressant aussi, parce que des fois, on fait juste le rendez-vous, puis après, on dit OK, ils n'ont pas de bien pour nous. Mais tenir informé des nouveautés du projet et potentiellement donner d'autres idées que dire oui, vous n'avez pas de bien, mais est-ce que vous avez des contacts, etc. C'est hyper intéressant. C'est grâce à ça que toi, ça t'a débloqué le projet. Exact. C'est aussi une bonne pratique à partager. Et donc, du coup, dans les étapes, c'était quoi? Est-ce que tu as pu... dans ce cas-là, tu fais un compromis de vente, j'imagine, banque, etc. Enfin, c'est quoi la suite un peu de... La suite, à dessiner des plans, souvent, pour essayer de voir si le fonctionnement du bâtiment va permettre de faire un plan qui soit efficace. Alors, pour le coup, c'était pas le plus simple pour moi, puisque j'ai un bâtiment en forme de U. Donc, voilà, je me suis un peu arraché les cheveux sur ce plan, mais finalement, il est assez... aujourd'hui, le fonctionnement est assez efficace.
les plans, puis commencer à travailler sur un prévisionnel aussi qui tienne la route, prendre contact avec un comptable pour finaliser un peu tout ça, sécuriser, confirmer le chiffre d'affaires prévisionnel, les charges, etc. Et puis après, toutes les étapes préalables avec la PMI. Alors chez moi, c'est un fonctionnement un peu particulier. En fait, dès lors que je les ai contactés, je les ai toujours connus avec ce fonctionnement-là. Ils fonctionnent ce qu'ils appellent en comité de pilotage, systématiquement avec la PMI, la CAF et l'agglo ou la commune, en fonction de qui a la délégation sur l'autorité. Donc c'était à chaque fois envoyer les éléments concernant le projet, prendre rendez-vous avec ces personnes pour organiser un comité de pilotage. Un comité de pilotage qui intervient qu'au début ou qui intervient à plusieurs moments dans la... Ça dépend leur envie et leur motivation à faire le projet. Alors, premier rendez-vous de pilotage qui intervient déjà tard, parce que, comme j'en ai déjà parlé régulièrement à d'autres porteurs de projets, c'est vrai que je suis sur un secteur où les autorités publiques ne sont pas ultra favorables aux microcrèches privées, donc c'est compliqué. Ça donne des délais avec déjà 4 mois pour rentrer en contact avec la mairie. Puis quand tu prends contact avec la PMI et l'agglo, 4 ou 5 mois pour avoir un rendez-vous, parce qu'ils n'ont pas de disponibilité suffisante tous ensemble pour te recevoir. Pas trop envie non plus. Voilà, par la très grande motivation. Et puis tu passes en comité de pilotage, ça dure 3-4 heures. Où on t'épluche tout ton projet, tes documents. On te teste aussi, je pense un peu clairement, pour savoir si tu vas tenir la route en tant que gestionnaire. Et puis à l'issue de ça, on dit OK, on vous fera un retour. Tu sais, un peu comme quand tu passes des entretiens de recrutement et tu sais pas trop. Si tu as vraiment un retour ou pas. C'est ça. Donc tu sors de là, t'es lessivé et tu sais pas trop à quoi t'en tenir, c'est compliqué. Donc après on rentre dans une démarche de on en est où, est-ce que je peux avoir un retour, relancer, etc. Pas de retour écrit, Donc voilà. Après, la chance que j'ai eue, c'est que il y avait 38% de taux de couverture sur cette commune. Le besoin était vraiment avéré. Il y avait même eu un temps des projets de crèches intercommunales sur cette commune qui n'avaient pas vu le jour, mais comme quoi le besoin était vraiment présent. Donc c'était compliqué pour eux de dire non, il n'y a pas besoin. Et donc aussi grâce au soutien de la mairie, du coup, que tu avais pu gagner avant. On a pu réussir à faire avancer les choses et à obtenir un avis favorable sur ce projet pour avancer. Du coup, c'était une ouverture pour quand, du coup, pour la première structure ? Septembre 2022. Ok. Je m'étais lancée, j'avais commencé la Poppy School, je pense, en janvier ou en février 2021. Ok. Voilà. Ça marche. Et si on revient sur ce premier projet, parce que du coup, il y a un deuxième qui est arrivé ensuite. Très vite, au niveau des chiffres, en termes d'investissement, du coup, sur l'immobilier, etc., c'est un projet qui a coûté combien ? Alors, les deux projets, au total, c'est représenté entre 420 et 450 000 euros chacun. Voilà. Terrain, construction, du coup ? C'est ça. Ok. Avec, dans les deux cas, des locaux qui étaient livrés bruts de béton. Ok. Voilà. Le premier, puisque c'était ces deux maisons individuelles que j'ai rachetées brutes de béton et après j'ai mis mes artisans dedans pour faire les travaux. Okay. Et le deuxième, je l'ai acheté du coup en VFA de la même façon, en demandant une livraison brute de béton de façon à refaire intervenir les mêmes entreprises de ta première. Avec lesquelles ça avait super bien tourné. Et du coup, 420, 450, c'est tout compris, tout fini. Compris, ouais, c'est ça. Ameublement. Après l'ameublement était plutôt financé par la crèche, puisque là on était sur un format. Financement de l'IMO par l'AS. Travaux, on a entre le terrain, j'ai pas eu d'achat de terrain du coup, puisque j'ai acheté des locaux bruts de béton, on va dire entre 100 et 130 000 euros vraiment sur le fait de finir tous les travaux en partant du hors de hors d'air. C'est une question qu'on pose souvent du coup, parce que du coup là tu as acheté en SCI, etc. Donc pour faire simple, la SCI, la crèche est locataire de la SCI, donc te verse un loyer, la SCI rembourse le prêt. Ça t'impose du coup un loyer de combien ? Ça t'impose. Toi tu t'es mis quel loyer du coup pour que tu puisses couvrir tes frais ? En loyer, je suis entre 2000 et 2200 euros. Okay. Là, si tu as ouvert du coup en septembre 2022, du coup période ouvert en septembre, c'est plutôt pas mal, mais on me pose toujours la question, c'est quand
C'est quand est la bonne période. Quand est la bonne période, merci. Quand est la bonne période pour ouvrir. Et je dis pas forcément il y a une bonne période, mais c'est surtout quand on démarre les préinscriptions, qui est important. Et du coup, quand toi, tu as pu démarrer les préinscriptions pour assurer ton remplissage. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors sur la première, j'ai démarré assez tôt puisque j'ai lancé le projet, donc je te disais janvier 2021. Le temps de lever toutes ces barrières avec la mairie, la PMI, etc. J'ai vraiment eu de la visibilité, on va dire peut-être en septembre, octobre 2021. J'ai tout de suite ouvert les préinscriptions pour septembre 2022. Ouais, du coup, ça t'a permis de remplir. Est-ce que du coup, tu as ouvert déjà avec combien d'enfants Comment ça s'est passé ton démarrage? On a ouvert, alors on avait établi un planning, on va dire, pour étaler un peu les arrivées. Les arrivées de façon progressive. L'idée, si je me souviens bien, c'était que chaque professionnel en fait, elles ont démarré le lundi de l'ouverture avec chacune un enfant. Donc elles étaient 4, donc elles avaient chacune un enfant en adaptation à partir du lundi qui démarrait. Donc le mercredi qui suivait, elles ont rajouté un enfant chacune. Comme ça permettait un peu plus. Des adaptations. Donc on était quand même assez rapidement à une petite dizaine d'enfants sur les 3 premières semaines. Ok, mais tu as rendu progressif du coup tout ça. Et les derniers enfants sont arrivés octobre-novembre. Ok, de toute façon, vu le besoin qu'il y avait sur la commune, du coup ça s'est vite rempli. C'est ça. Donc, pour rester sur le sujet des préinscriptions, comment tu as communiqué sur le projet? Et ben du coup, la mairie toujours. Qui a poussé derrière. Ils avaient tellement de parents en difficulté que les parents, quand ils sont en grande difficulté, ils appelaient la mairie pour dire je suis en galère, j'ai pas de place. Et ils ont beaucoup redirigé vers nous. J'ai même eu la surprise une fois, j'ai une maman qui m'appelle en me disant qu'elle avait entendu une annonce dans le supermarché du coin. En fait, c'est parce que la mairie, des fois, donnait des infos, des actus sur la commune au supermarché pour qu'ils les donnent en annonce dans le supermarché. Et je savais même pas. Les gens, ils faisaient leurs courses. Pub gratuite. C'est ça, pub gratuit dans le supermarché de la commune. Donc non, quand même, c'est vrai que la mairie a bien aidé là-dessus. Après, les réseaux sociaux, évidemment, la pub sur Facebook, ça a bien fonctionné aussi. Tu as fait ton site internet, tu as fait ta page Facebook. C'est ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme en fait, mes deux projets de crèche se sont faits en même temps. La deuxième crèche a ouvert 1 an plus tard du fait de la construction du bâtiment qui n'était pas faite. Donc, mais sinon, les 2 projets se sont vraiment montés en même temps. J'ai demandé les financements en même temps aux banques pour les 2 projets. Tout s'est fait en même temps. Le second projet étant dans un pôle médico-tertiaire avec des professionnels de santé avec lesquels j'allais travailler. J'ai pu aussi les solliciter à ce moment-là. Pour remplir, parce qu'il y a des professionnels de santé qui avaient affaire aux mamans, aux jeunes mamans, aux bébés, des sages-femmes, des pédiatres, etc. Donc, en fait, avant de s'installer dans ce bâtiment où on travaille aujourd'hui ensemble, elles avaient leur cabinet respectif un peu partout en ville. Oui, ils ont tout remis ensemble. Elles ont tout regroupé. Et donc, j'avais pu leur donner aussi des communications, des petits flyers, des choses comme ça, qui étaient à disposition dans leur cabinet. Donc, c'est venu compléter quand même aussi assez facilement. Justement, par rapport à ça, nous, on en a déjà parlé en off, mais je sais que tes 2 structures ont des projets pédagogiques intéressants, du fait aussi de la proximité, notamment là, aux cabinets médicaux, et de l'autre côté, sur un projet intergénérationnel. Du coup, comment tu intègres ça dans le quotidien des crèches, de chaque côté, et qu'est-ce que ça apporte? Alors, déjà, cet aspect du projet, c'est pas forcément la priorité à l'ouverture. Si on peut déjà enlever un peu ce poids qu'on peut se mettre en tant que gestionnaire quand on ouvre, on voudrait tout faire tout de suite. Et voilà. Et je pense que, pour moi, en tout cas, la priorité, ça a été de nous concentrer sur l'organisation de l'équipe, le fait que les professionnels, elles apprennent à travailler ensemble. Avant vraiment de mettre en place toutes ces choses-là. C'est bien de le dire parce que c'est quelque chose que je répète systématiquement et rendre les choses progressives en fait, et de dire ok, déjà je fais une base qui est solide et qui permet d'accueillir au mieux les enfants, que l'équipe se sente bien, etc. avant de commencer à vouloir aller sur des projets pédagogiques qui sont top, etc. Mais il faut les structurer, il faut former les équipes des fois sur certains sujets. Exactement. Donc, pas trop s'emballer, prendre les choses progressives. Il faut vraiment savoir gérer les priorités à ce moment-là, quand on est sur une ouverture. Pour moi, la priorité, je pense pour beaucoup d'entre nous, c'est le bien-être de l'enfant. Le bien-être des enfants, il passe aussi par le fait qu'on ait une organisation qui soit efficace, que les professionnels soient bien, qu'elles arrivent à communiquer rapidement ensemble, alors que la semaine d'avant, elles ne se connaissaient pas. Donc ça a vraiment été la priorité absolue avant de travailler sur ces choses-là, qui sont arrivées plus tard.
Pour le coup, sur la première structure, donc effectivement, on est en face, on traverse la route pour être à l'EHPAD. C'est un projet qui avait tout de suite été évoqué avec la directrice de l'EPAC à l'époque, mais qui était aussi en ouverture. C'était un nouvel établissement. Okay. Ils venaient d'ouvrir peut-être 6 mois avant nous, donc pareil pour eux. Ouais, il fallait le temps. Exact. Voilà. Et donc ça a mis du temps à se mettre en place parce que voilà, après ça, ils ont eu une année de mise en place un peu compliquée. Après, ils étaient en pleine audit. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui ont tardé à se mettre en place. Et puis finalement, à force de relancer, l'année dernière, ils nous ont dit ah, mais ça y est, là, on peut commencer à faire des choses, etc. Donc voilà, sur cette crèche qui a ouvert en septembre 2022, ce projet, il a commencé à prendre vie là, on va dire peut-être en octobre, novembre 2024. Ok. Voilà. Donc c'est tout récent du coup. Donc c'est plutôt récent. Et voilà, et là du coup, on commencerait à réussir à driver un peu plus ce projet en faisant des rendez-vous. On a fait 1 ou 2 rendez-vous avec la direction de cet établissement, en essayant de se mettre un peu des moments forts où on peut faire des temps de rencontre. Du coup, c'est vous qui allez là-bas, c'est eux qui viennent, comment ça se passe? Alors pour le moment, ça a été exclusivement la crèche qui s'est rendue dans l'EHPAD. Ok. Voilà, je pense que c'est aussi peut-être plus commode aussi pour vis-à-vis des résidents qui peuvent pas forcément tous se déplacer facilement. Et puis voilà, ils ont la chance en fait d'avoir ces 2 bâtiments avec un très grand jardin au milieu, tout est clos. Donc c'est vrai que pour nous aussi, il y a cette praticité de pouvoir aller éventuellement rencontrer les résidents dehors avec un espace qui est clos et sécurisé du coup pour nous avec les enfants. Souvent la crainte, parfois, plus chez les résidents, mais aussi parfois des parents, des familles qu'on accueille, c'est les transferts de microbes. Donc c'est vrai que le fait de pouvoir partager des temps à l'extérieur aussi, ça rassure un peu tout le monde. Ouais, complètement. Donc voilà, donc on a mis en place des choses. Et c'est quoi ton retour sur ça du coup? Alors le contact avec les personnes âgées versus les enfants? C'est plutôt bien perçu. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui est... Alors au début, les enfants, ils avaient de l'appréhension, donc déjà, on gère ça. Ouais. L'appréhension des enfants, aller dans un espace qu'ils connaissent pas, avec des adultes voilà, qui sont, nos enfants, les enfants qu'on accueille à la crèche sont pas toujours confrontés non plus à la vieillesse dans leur quotidien à la maison. Donc il y a ça qu'on accompagne et sur lesquels on met des mots, etc. Et voilà, et aujourd'hui on a des retours positifs parce que voilà, c'est des temps de partage et d'échange qui sont toujours très riches, avec des résidents qui, voilà, sur lesquels ils peuvent réactiver des choses autour de la mémoire, de la motricité, quand ils aident un enfant à tenir un crayon, même pour faire un coloriage, ou à chanter des comptines avec les enfants. Enfin voilà, des choses hyper intéressantes de ce côté-là. Et puis du côté des enfants, je trouve que c'est aussi la découverte finalement d'un monde qu'on peut avoir tendance aussi à laisser un peu de côté, avec le fait d'être en contact avec des personnes âgées, voilà, de faire connaissance avec eux, d'être dans l'échange et l'interaction, etc. Souvent, il y a un lien naturel qui se fait justement entre personnes âgées et les enfants qui est assez chouette. Et nous, on l'a pu le voir dans nos structures où tu sais, des personnes âgées qui venaient d'une maison de retraite, qui venaient lire des livres, des choses comme ça. Et c'était vraiment hyper intéressant. Et de l'autre côté, du coup, sur l'autre structure, plutôt projet d'inclusion, du coup, comment ça se passe? Ce projet, il s'est fait... aussi dans le cadre de ma vie perso, puisque j'ai eu cette opportunité grâce à la sage-femme qui me suivait pour ma petite dernière. Et donc, voilà, c'était vraiment lors d'un rendez-vous où j'étais en train de parler de mon projet de micro-crèche pour la crèche numéro 1 qui était en train de se mettre en place. Et elle m'a dit, mais en fait, voilà, on est avec des collègues en train de réfléchir à organiser un pôle pédiatrique avec des professionnels de santé qui pourraient mieux prendre en charge les enfants. Ça serait génial d'avoir une crèche avec nous. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Et donc le projet a démarré comme ça, avec tout de suite l'idée évidemment d'avoir cette collaboration entre le pôle de santé d'une part et la crèche. Et donc voilà, on a commencé à poser les premières pierres un peu de ce fonctionnement bien des mois, voire une année avant l'ouverture, en sachant que tout allait prendre forme une fois qu'on y serait tous finalement. Donc voilà, et une fois qu'on s'est installé, j'ai pu prendre contact avec certains professionnels de santé. Le principal qu'on a quand même comme contact au quotidien, enfin les 2 principaux contacts, c'est d'une part notre RSAI qui est du coup à l'étage, et d'autre part l'espace des kinés, puisqu'il y a plusieurs kinésithérapeutes pédiatriques qui ont ouvert un espace d'accueil ensemble pour prendre en charge les enfants.
C'est vrai qu'à cette étape de la vie des enfants, on ne parle pas toujours encore de handicap. Ça peut être des suspicions. Voilà, on commence à entrevoir des choses. Et la plupart du temps, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est des familles qui m'appellent en me disant, voilà, mon enfant, il est suivi à la Crapahut. C'est le nom de cet espace dans lequel sont pris en charge les enfants en kiné. Mon enfant est suivi à la Crapahut. Voilà, on aimerait bien qu'il puisse commencer à être accueilli dans une structure d'accueil. Et très souvent, ces familles, c'est du coup, on fait une demande chez vous, mais ce sera chez vous et pas ailleurs. Parce qu'en fait, les parents, souvent, ces parents, quand il y a, entre guillemets, des problématiques sur la santé de leur enfant, de ce côté-là, ils se sentent rassurés par le fait qu'il y ait ce contact entre les professionnels de crèche et les professionnels de santé qui communiquent entre eux, qui peuvent venir aussi sur place répondre aux questions des professionnels sur le terrain, sur la prise en charge des enfants. Donc souvent, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire que c'est les kinés ou les autres professionnels qui peuvent détecter un besoin ou une envie des parents de commencer à confier leur enfant, mais sans savoir trop comment s'y prendre avec les particularités de leur enfant. Et donc, ils disent, voilà, on travaille avec la crèche en bas. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez faire une demande dans la crèche et puis voir s'il y a des places pour accueillir. Ouais, complètement. Et puis tu disais qu'en plus, ça permet d'autres solutions qui c'est pour les parents de dire ok, s'ils ont des rendez-vous réguliers dans la semaine, les kinés peuvent venir chercher directement les enfants etc. Donc c'est hyper intéressant aussi pour les parents d'un point de vue organisation. Ça les rassure du fait qu'effectivement forcément l'équipe est au contact aussi des différentes professions médicales en cas de besoin et de questions. Donc c'est hyper intéressant. C'est comme je te le disais en off, c'est qu'on voit beaucoup, il y a des projets de résidence senior avec des micro-crèches. Pour autant on voit pas beaucoup de projets qui arrivent à allier une telle complémentarité entre un pôle médical vraiment dédié petite enfance et la microcrèche. Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, ça amène une solution à beaucoup de porteurs de projets qui veulent créer des crèches inclusives, accueillir des enfants du coup porteurs de handicap ou avec des suspicions. Et dans ce cas-là, c'est plus ou moins la solution, quoi. Donc, oui, c'est vrai que dans ce cas-là, c'est la proximité immédiate qui change tout. Parce qu'effectivement, du coup, on a ouvert la porte aux parents qui le souhaitaient de se dire, vous autorisez les professionnels de santé à venir récupérer votre enfant sur un temps de crèche. Donc l'enfant, dans sa journée, le parent n'a pas besoin de se redéplacer. Les kinés descendent, prennent l'enfant, vont faire la séance de kiné et reviennent nous le ramener après la séance. Donc c'est quand même très, très pratique. Rassurant pour le quotidien des parents. Ça permet aux parents de retrouver aussi le travail, etc. Ouais. Et nous, c'est vraiment ce moment où on peut avoir 3 minutes d'échange avec le professionnel, en fait. Dire, voilà, là, elle nous ramène l'enfant. OK, cette petite, elle a des ATL, par exemple. Est-ce qu'on les met toujours comme avant? Est-ce qu'on change? Combien de temps? À quelle fréquence on les met? Quand est-ce qu'on les retire, etc. Donc on a aussi l'information en direct. Plutôt que le lien finalement avec le parent, parfois qui n'est pas exact. Oui, complètement. Puis en cas de situation où il y a une particularité sur l'enfant en question, comment on doit réagir, etc., ça te permet d'avoir les infos aussi, quoi. Exactement. Ou un enfant, par exemple, quelque chose qui est, sans aller jusqu'au handicap, quelque chose qui est assez courant sur la posture de l'enfant qui a du mal à tourner la tête. La kiné qui vient nous dire, on va travailler, donc attention, transat toujours évidemment, mais au sol, vous pouvez le positionner comme ça, le faire travailler comme ça, le solliciter comme ça. Et donc, c'est hyper complémentaire finalement aussi à ce qu'ils font à la maison. Ce qu'ils font en kiné, ce qu'ils font à la maison, on peut aussi le déployer en crèche et ça, c'est top. Ouais, vu qu'une grosse partie de la journée, ils sont en crèche, justement, c'est là où ça apporte beaucoup plus, quoi. C'est du temps de gagner. Hyper intéressant. Et du coup, par rapport à ton effectif sur tes structures, comment tu structures ton équipe? Alors du coup, la première crèche, on avait ouvert à 4 professionnels plus moi. Et voilà, avec l'idée de pouvoir renforcer assez rapidement l'équipe dès que ça serait possible. Et donc l'idée, ça a été, quand j'ai ouvert la seconde crèche, d'avoir 2 équipes de 4 professionnels en place. Oui. Donc moi, je suis gestionnaire. Ensuite, j'ai des référentes techniques dans chaque structure, plus 3 professionnels, soit CAP, soit AP. Ok. Tes référentes techniques, c'est quoi comme diplôme, du coup Mes référentes techniques, sur la première structure, j'ai une JE. Okay. Et sur la seconde, c'est une CAP qui est en VAE de JE. Voilà. Ça marche. Qui est en train de terminer. Et donc, j'ai ce fonctionnement-là qui est bien en place. L'idée, c'est que du coup, j'ai une professionnelle supplémentaire maintenant qui tourne sur les 2 crèches. Okay. Donc, qui est soit 2 jours, soit 3 jours par semaine dans l'une ou l'autre. 4 et demi, du coup. Et aujourd'hui, au début, on ne fonctionnait pas comme ça, mais qui a, on va dire, une fiche de poste un peu particulière.
puisque en termes de présence aux enfants, elle est plutôt sur un temps 50% avec les enfants, 50% hors enfants. Okay. C'est-à-dire que cette professionnelle, quand elle est dans l'une ou l'autre des crèches, elle a un planning un peu type. En fait, elle est de 10 heures pour passer en cuisine. Donc elle est détachée toute sa semaine. C'est son emploi du temps. Elle est détachée tout le temps en cuisine. Parce que tu as la particularité de faire à manger sur place. Les repas sur place. Ouais. Donc elle est exclusivement détachée en cuisine de 10 heures jusqu'à l'accompagnement au repas. Et après, du coup, comme elle est de 10 heures, c'est elle qui va faire le ménage des sols à la fermeture de la crèche. Ok. Alors, dans la crèche, du coup, où elle est au moment, dans ces 2-3 jours. Sinon, le reste du temps, Exactement. C'est le reste de l'équipe qui fait les repas. Exactement. Ok. Et en plus de ça, tu accueilles des apprentis. Des apprentis. Ouais, une apprentie sur chaque structure. Avec, comme je te le disais, déjà diplômés, puisqu'on accueille des apprentis. Enfin, là, les apprentis qu'on a accueillis cette année, c'est type diplômés bac professionnel, qui ont déjà un bac pro à SSP. Donc, qui rentrent dans les critères déjà pour pouvoir compter dans le taux d'encadrement en crèche. Et donc, on les accueille dans le cadre d'un apprentissage pour le CAP. D'accord. Ce qui permet, ce que tu me disais, d'avoir qu'ils soient réellement présents versus d'autres diplômes, des fois où ils sont beaucoup plus à l'école, beaucoup plus en stage ailleurs. C'est ça. Là, en l'occurrence, ils sont beaucoup plus présents dans la structure avec une vraie aide du coup pour l'équipe. C'est vrai. On avait fait le constat en regardant les plannings, malheureusement, que le planning de formation des auxiliaires de puériculture en apprentissage, ce qui est compliqué pour nous en tant que structure, c'est déjà le coût, évidemment, de cette formation, mais aussi du coup le coût versus leur temps de présence. Puisque on les paye aussi quand elles sont en stage à l'extérieur et c'est des temps qui sont quand même conséquents. Donc ça fait aussi des professionnels sur lesquels, entre guillemets, elles sont présentes sur des périodes, mais pas de façon très continue. Et c'est vrai que l'intérêt aussi d'avoir des CAP, cette année on a accueilli des CAP en apprentissage, elles étaient absentes uniquement le mercredi et une semaine sur chaque vacances scolaires. C'est des professionnels en fait qui prennent complètement leur place dans l'équipe en fait. Elles intègrent complètement l'équipe comme un membre à part entière de l'équipe. Elles sont là tout le temps. Pour les parents, c'est une professionnelle de l'équipe. Pour les enfants, c'est une professionnelle de l'équipe. C'est en fait une professionnelle qu'on continue de monter en puissance puisqu'elle a déjà un bac pro et qu'on l'accompagne vers le CAP. Ok, on va pas aller trop dans le détail sur l'aspect alimentaire parce qu'on va faire une vidéo dédiée, un peu sur l'organisation, parce que tu as un peu catégorisé comme mentor repas chez Poppy School, en tout cas pour tous les membres de Poppy School, tu as un peu toutes les questions qui reviennent par rapport à comment faire sur place, etc. Sur le sujet, on fera une petite vidéo dédiée, mais on ira beaucoup plus loin dans le reste de l'année, et certainement début d'année prochaine, où on viendra dans tes crèches pour qu'on aille plus en détail sur le sujet. Juste petit passage au niveau des fournisseurs, etc. Quel fournisseur tu as choisi toi dans tes structures par rapport au mobilier? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu mets en place? Sur le choix des fournisseurs, on a fourni en partie sur des fournisseurs de petite enfance type Wesco, classique, un peu déçu, mais oui, voilà. On a le droit de le dire. Déçu par rapport à la durabilité, du coup. Déçu, durabilité avec, par exemple, des tables sur lesquelles on a très vite eu des éclats et au bout d'un an, on nous dit que c'est l'utilisation du matériel, que c'est pas un défaut. C'est censé être du matériel fait pour ça. C'est ça, en principe. On n'a pas non plus des enfants qui montent sur les tables, donc c'est un peu surprenant. Donc voilà, le traditionnel. Après, c'est vrai que quand on est en ouverture, on regarde aussi au coût forcément et aux dépenses. Donc un peu de grande distribution classique. Un mix. Voilà, c'est ça. Des caissons classiques pour faire un meuble de transmission. Et puis des meubles du commerce plus classiques. De grandes enseignes. Pas de choses particulières du classique. Là, aujourd'hui, tu utilises une appli de transmission entre les parents et les pros et pour l'administratif. Oui. Du coup, tu passes chez qui? Chez Kidola. Du coup, qui a été le partenariat développé avec Poppy School. Qui est assez efficace. Après, j'ai pas de recul sur la comparaison avec d'autres outils, si ce n'est Poppy App que j'avais eu la chance de tester. À l'époque. C'est ça. Mes équipes préféraient Poppy App pour le clin d'œil. Merci à eux. Mais non, c'est vrai qu'Idola, c'est quand même assez efficace. Ça fonctionne bien. Aujourd'hui, ça nous permet quand même de répondre aussi à nos obligations. D'être vigilance en tout cas sur le taux d'encadrement et la réalisation des plannings au quotidien. Avec, par exemple, j'ai une de mes équipes qui s'est vraiment plus approprié l'outil. Elles ont l'accès dans leur téléphone avec l'accès à leur planning. Donc, c'est vrai que ça te permet de vérifier aussi en instantané si tu t'es pas planté d'horaire, etc. Ça, c'est assez apprécié.
Voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui sont chouettes. Et puis en plus, voilà, le SAV est hyper efficace, il développe pas mal, donc ça c'est chouette. Ça fonctionne plutôt bien. Ok. Et ça décharge aussi de la facturation quand même. Oui, ça fait gagner du temps pour toi, bien sûr. Clairement. Complètement. Puis avoir un suivi quand tu as multi-crèche, dire ok, je peux switcher entre chaque, etc. Exact. Ok. Si tu revois un petit peu ton parcours et que tu devrais te donner un conseil à toi à tes débuts, ça serait quoi du coup Reste cool, on trouve toujours des solutions. Ok. Parce que c'est vrai que voilà, on a toujours tendance à voir des choses en se disant c'est une montagne en fait, je vais jamais savoir la surmonter, mais voilà, il faut, je pense, réussir à avoir conscience que les difficultés qu'on rencontre sur un parcours de création, finalement, on les partage tous en tant que gestionnaire, plus ou moins. Avec des difficultés qui peuvent se présenter à différents endroits, mais on en rencontre tous à un moment ou un autre. C'est jamais tout simple, enfin, pour beaucoup en tout cas, pour la plupart d'entre nous. Et la vie de gestionnaire, c'est pareil. En fait, les galères, ça fait aussi partie du métier. Les galères de tablettes qui tombent, d'appareils en panne. Voilà, c'est ça, mon actu de ce matin. Ouais. Voilà. C'est des choses dont il faut avoir confiance aussi quand on se lance, parce que c'est vrai que quand on est gestionnaire, on est aussi un peu couteau suisse. Voilà. C'est pas comme dans les grosses boîtes où tu appelles un tel qui va venir régler le problème à ta place. Voilà. On est la dernière ligne pour solutionner les problèmes. Donc, ça fait partie intégrante de notre job au quotidien. Et du coup, je pense que... mais c'est aussi en ça que la communauté contribue à rester calme et à surmonter tout ça. C'est que... de se dire ok, en fait je sais que ça fait partie de mon job de gérer ça, c'est normal, ça fait partie du truc, donc il faut prendre un peu de recul, il faut l'accepter, prendre du recul et faire en sorte que ça nous empêche pas de dormir non plus, parce qu'on fait pas tout ça pour au final des fois on s'en fait trop pour des choses qui en fait paraissent avec l'expérience et le recul pas forcément hyper importantes et insurmontables. C'est intéressant en même temps. C'est bien d'en avoir conscience, mais je pense qu'en fait, en vrai, c'est l'expérience qui fait que. Et on y arrive au fur et à mesure de choses qu'on vit et qu'on traverse, et qui fait que du coup, on prend plus de recul. C'est ça. Moi, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. T'as l'air vachement détendu dans des situations, des fois, d'urgence. Mais en fait, mais il faut voir tout ce qu'on a vécu avant, qui fait que forcément, il y a des cas où ça peut paraître compliqué pour des personnes, c'est la première fois. Quand on a plus l'habitude, ça aide à prendre du recul. On a ouvert, mais c'était... tous les jours, toutes les semaines, on avait l'impression qu'on avait une tuile qui nous tombait sur la tête. Ça a été difficulté sur difficulté, et c'est compliqué à ce moment-là, parce que c'est vrai que du coup, dans l'équipe, tu te connais pas encore. Tu te connais pas suffisamment pour savoir comment va réagir l'autre en face de toi. Même ton équipe, si tu en as une qui fait une boulette qui a peu d'importance finalement, mais on te regarde en te disant mais comment je fais, qu'est-ce que je fais. Voilà, quand je te dis ça, on a eu des fuites de plomberie, au chauffage qui tombe en panne en plein hiver. Tu te retrouves avec 13 degrés dans la crèche. Je connais ça aussi. Mais ça, je te dis, sur un temps, sur les 2-3 premiers mois d'ouverture, quoi. Le frigo qui fonctionnait pas correctement alors que tu cuisines sur place. Voilà, tous ces trucs-là qui s'enchaînent. La coupure d'électricité... Les toilettes qui débordent avec de l'eau plein la crèche. Je crois qu'on a tellement enchaîné de situations où tu te dis non mais là c'est pas possible en fait. On a que des tuiles tout le temps, tous les jours, qu'en fait après aujourd'hui, je constate que cette équipe-là, elle sait gérer ce genre de truc, parce que on en a traversé tellement que... C'est le cumul qui a fait. Voilà, c'est ça. C'est le cumul qui a fait que c'était compliqué, mais en fait on s'est forgé aussi un esprit d'équipe dans ces conditions-là. Et finalement, ces galères qu'on a rencontrées aujourd'hui, ça fait aussi la force de l'équipe. Il n'y a plus de vent de panique quand il se passe quelque chose, parce que ils ont vécu. On sait que ça fait partie du truc, et que s'il y a un besoin, on va gérer la situation, et puis on avance et on trouve des solutions. Complètement. Ça pousse sur le fait qu'en fait, gestionnaire, on n'est pas forcément seul. Donc en fait, on a une équipe derrière. Et c'est aussi important des fois de les impliquer, de dire ok, comment on peut faire ensemble, comment on peut améliorer les choses. Et après, forcément, c'est un appui sur lequel tu peux en cas de souci. Quoi. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que tu as aussi des tempéraments qui font qu'on peut paniquer vite face à une situation, et voilà. Et c'est vrai qu'avoir une équipe qui gère ça, pour nous, ça nous enlève aussi un peu du stress, et de dire effectivement, là par exemple, je suis pas dans ma structure, je suis loin, mais s'il se passe quelque chose, elles vont gérer, quoi.
Et une extension de cette question-là, ça serait si tu devais refaire ton parcours, qu'est-ce que tu ferais différemment? Je sécuriserais plus mes échanges avec la PMI. Ouais, plus d'écrits, plus de... pour pouvoir du coup en cas besoin... C'est ça. Parce que c'est vrai que sur le fait qu'il soit un peu dans cette posture de pas forcément vouloir se mouiller et entre guillemets, pas t'aider à lever les différentes étapes, les différents avis, les différentes demandes pour t'aider à avancer, ça te met dans une situation où c'est toujours un peu flou. Donc au final, t'avances, mais les choses sont pas claires ou pas écrites. Et ils peuvent du coup revenir dessus alors que j'ai malheureusement été confrontée à ça sur la deuxième structure avec clairement un avis favorable qui avait été donné oralement et 3 mois plus tard ou 4 mois plus tard ils sont revenus dessus et là une fois que tu as levé toutes tes conditions suspensives ça te met monter le niveau de pression au maximum et ouais, j'ai malheureusement rencontré cette situation. Donc, j'ai découvert malheureusement à mes frais qu'il fallait mieux sécuriser un maximum aussi ces choses-là. Ok, hyper intéressante. Merci du partage. On va se voir dans une prochaine vidéo sur tout ce qui est alimentaire. Ouais. On va surtout te revoir beaucoup plus sur cette chaîne YouTube parce que du coup, au-delà d'être mentor, tu rejoins vraiment l'équipe pour faire des vidéos, etc. Avec les différents membres de Poppy School, des projets dont on n'a pas encore parlé, mais qui devraient arriver assez rapidement et qui seront super pour à la fois les membres de Poppy School et pour tous les gestionnaires de microcrèches. Donc, hâte de pouvoir montrer tout ça et parler de tout ça. Et écoute, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci pour ton partage. Merci d'être venu à Lille d'ailleurs parce que tu viens de l'autre bout de la France, même si tu es originaire d'ici. C'est ça. Et puis si vous souhaitez aller plus loin, vous avez tous les liens en description comme d'habitude, vous savez, télécharger, guide offert, prendre rendez-vous, etc. C'est juste en dessous de la vidéo que ça se passe. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. On vous souhaite la réussite dans le projet. À bientôt. Au revoir.